Dernier volet de notre dossier. Le tiercé d'aujourd'hui, le 14, le 18 et le 3. Madame, monsieur, bonsoir. Andrei Sakharov et sa femme ont entamé aujourd'hui leur 3e semaine de grève de la faim. Dans leur hôpital de Gorky, ils sont maintenant totalement coupés du monde puisque leur belle-fille, qui restait leur seul contact, a été empêchée hier à Moscou, vous le savez, de les rejoindre. Sakharov ira jusqu'au bout, a expliqué aujourd'hui Lisa Alexeva à ses amis et aussi à 2 physiciens français qui ont tenté sur place d'intervenir auprès des autorités. Les messages continuent d'affluer au Kremlin. La presse soviétique continue aussi de faire de son mieux pour discréditer la famille Sakharov, accusée de trahison. Demain, à Paris, 2 manifestations sont organisées pour soutenir le combat des Sakharov. L'une devant les bureaux de l'Aéroflot, la compagnie aérienne soviétique, l'autre qui doit durer toute la semaine devant l'ambassade d'Union soviétique. Georges Marchais, qui était ce soir l'invité de nos confrères RTL Le Monde, a été amené à commenter l'affaire Sakharov. Écoutez ce qu'en dit le secrétaire général du Parti communiste français. Pour la libre circulation des hommes et des idées. Cette femme, elle veut bien. Eh bien, les soviétiques devraient la laisser partir. S'ils ont une raison majeure de ne pas la laisser partir, je dis, alors il faut qu'ils le disent et qu'ils nous expliquent pourquoi. Mais cela étant dit, donc, pourquoi de ce tapage subi quand même? C'est une question, hein? C'est une question. Elle est importante, j'en conviens. Mais enfin, entre nous soit dit, comparativement à ce qui est en train de se passer au Salvador, hein? J'en étais sûr que vous nous parleriez de ça. Ah ben oui, mais ça parce que les droits de l'homme, vous avez peut-être une vue limitative, moi non. Quand je dis vous, je dis ceux qui parlent comme ça. Non, mais moi non. c'est tout simplement étant donné votre famille politique, il est plus normal que vous observer. Je vais prendre un exemple. Je vous fais observer qu'en Turquie, il y a eu un coup d'État militaire organisé avec l'appui de l'OTAN et des Américains, et que le président du gouvernement turc et ce vite, il vient d'être emprisonné. Est-ce que quelqu'un lève le petit doigt pour l'emprisonnement des Soviets? Mon opinion est que ce tapage ne vient pas par hasard, il vient au moment où, grâce à la pression de l'opinion publique internationale, les Américains ont été contraints de reprendre le dialogue avec les Soviétiques pour essayer d'aboutir à un accord sur le désarmement. Le Congrès national des élus socialistes et républicains s'est terminé aujourd'hui à Toulouse. Thème de discussion, la décentralisation, le chômage et les élections cantonales de mars prochain. Le Premier ministre Pierre Mauroy a développé les grandes lignes du projet de loi sur la décentralisation, notamment la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Il a aussi confirmé les propos de son ministre du Budget. La taxe d'habitation, dans sa forme actuelle, sera supprimée en 83 et la taxe professionnelle sera réaménagée. Autre vedette de ce congrès, Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, et aussi Louis Mermaz, le président de l'Assemblée nationale, contrairement à ses prédécesseurs, joue un rôle politique de plus en plus actif et n'hésite pas à partir en tournée pour répandre la bonne parole socialiste. Jean-Louis Le Senne. En privé, Louis Mermaz sait manier l'humour, mais dès qu'il est en public, l'homme retrouve son masque sévère, surtout fonction oblige depuis qu'il est devenu le 4e personnage de l'État. Un sacre qui récompense 26 années de fidélité à François Mitterrand et permet à ce militant de 50 ans, agrégé d'histoire, de dire son mot surtout en ayant l'air d'asséner une vérité première. Même dans le différend qui a opposé la semaine dernière Jacques Delors, le ministre de l'économie, à Pierre Mauroy, il trouve la 3e voie. Les réformes sont à faire et ne sont pas faites. Car pour le moment, nous avons supprimé la peine de mort. Ça, c'est entré dans les mœurs, ça existe. Par contre, les nationalisations ne sont pas encore faites puisque la loi n'est pas votée. La décentralisation n'est pas faite puisque la loi n'est pas encore entièrement votée. Le budget de 1982 ne peut pas encore être appliqué puisqu'on est en 80 et qu'on n'a pas fini de le voter. Donc nous n'avons pas encore commencé d'appliquer notre programme. Alors, je ne vois pas pourquoi on poserait le problème d'un ralentissement avant que rien n'ait commencé. Il faut faire des réformes. Par contre, il faut veiller à ce que l'appareil d'État suive. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas si par rapport à d'autres points de vue, ça fait un 3e point de vue, mais j'y crois profondément.
Le soir même, en réunion publique, Louis Mermaz va plus loin. Il admet, il comprend que la base militante soit parfois déçue et il l'invite à se manifester davantage. Je crois que dans la dignité, dans le calme, dans la tranquillité, dans la légalité, je ne veux inquiéter personne. Le moment est venu où il faudra qu'à l'impulsion du président de la République, qu'à l'impulsion donnée par le gouvernement, corresponde la volonté affirmée par les masses populaires. Quand on demande à Louis Mermaz pour le compte de qui il va ainsi porter la bonne parole socialiste à travers la France, il répond qu'il n'est investi d'aucune mission particulière par le chef de l'État, qu'il voyage uniquement pour le compte de l'Assemblée. Cela dit, libre vis-à-vis du gouvernement, M. Mermaz a l'art des petites phrases provocatrices, par exemple, quand il promet que la gauche enregistrera de nouveaux progrès aux élections cantonales. Et ces progrès, je le dis franchement, seront amplifiés par les découpages cantonaux qui auraient dû avoir lieu depuis au moins plus de 15 ans. La droite n'a pas le droit de critiquer cette modernisation, cette mise à jour de la carte électorale qu'elle n'a pas eu l'honnêteté de faire pendant qu'elle était au pouvoir. Comme hier au congrès des élus socialistes, Louis Mermaz aime se retremper dans l'atmosphère des grands-messes de son parti. Le rôle qu'il préfère, se retrouver militant parmi les autres. Même si François Mitterrand a dit un jour de ce militant-là qu'il avait l'étoffe d'un Premier ministre. Émotion ce matin à Toulouse où 2 attentats à l'explosif ont visé les domiciles de 2 députés socialistes. Il n'y a eu que quelques dégâts matériels. Signés par de mystérieux plastiqueurs du soir, ces attentats laissent les policiers perplexes car les tracts accusent à la fois les QHS dans les prisons et le tout nucléaire à Golfech. La police et ses problèmes. Après vous avoir montré la formation des policiers, leur routine quotidienne, voici le dernier volet de notre dossier, les revendications des syndicats de police. Denise Boer et Jean-Louis Saporito. On a toujours eu l'œil ironique pour les représentants de l'ordre. Au début du siècle, il y avait le sergent de ville. Néanmoins, sa présence était rassurante, le quartier le connaissait. C'est vers lui qu'on allait en cas de problème. Une image de policier débonnaire, encore accentuée par la littérature et le cinéma. Tu as droit à toutes mes félicitations et tu vois, je ne te les ménage pas. En même temps, il y avait la répression politique. En 1942, la rafle du Veldiv. En octobre 1961, au temps de la guerre d'Algérie, les ratonnades, les 9 morts du métro Charonne. 1968, ce sont les CRS contre les étudiants. Leurs interventions dans plusieurs conflits sociaux sont mal ressenties. Oublions aussi les bavures et la guerre des polices. Depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir, certains policiers réagissent, ne comprennent pas la loi d'amnistie, la suppression de la peine de mort et la remise en cause des quartiers de haute sécurité. Quelques-uns insultent même leur ministre Gaston Defferre à Lyon le jour des obsèques d'un policier abattu par un truand. Autre malaise, vous l'avez vu, recrutement, formation, conditions de travail sont aujourd'hui contestés par l'ensemble des syndicats de police. Rémi Alvax, secrétaire général du syndicat indépendant de la police nationale, qui représente plus de 10 000 gardiens de la paix sur un effectif de 80 000 hommes. Vous êtes considéré comme syndicaliste de droite? Oui, je ne sais pas si je suis considéré comme syndicaliste de droite, mais enfin je ne suis pas un syndicaliste de droite ni un syndicaliste de gauche, je suis un syndicaliste de la politique, c'est la vocation de notre organisation. En ce qui concerne les déclarations de M. Defferre, c'est un ministre, M. Defferre, qui a ses idées, c'est un monsieur dont tout le monde connaît le tempérament, mais vous savez, cela n'altère en rien les rapports qu'on peut avoir avec le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il est arrivé dans une période de crise, une période de malaise de la police. Il est arrivé aussi après que la police française ait servi sous une politique pendant des décennies. Il est arrivé avec des idées nouvelles, avec une autre conception de la sécurité. Je pense que les policiers vont s'y adapter et s'y adapteront de toute manière. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est peut-être de vouloir couvrir sa police. Alors couvrir, ça cache toujours quelque chose d'illégal. Il est préférable de donner à la police les moyens juridiques d'exercer valablement sa mission. À partir du moment où les policiers interviendront dans le cadre de la loi, il ne sera pas utile de parler, de couvrir leur action. Et je pense que les policiers interviendront avec plus d'efficacité, plus d'assurance et certainement dans de meilleures conditions. Chez les syndicalistes de gauche qui sont majoritaires, l'espoir renaît. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, vient de créer une commission de réforme de la police dirigée par Jean-Michel Bélorger, commission dont on connaîtra les résultats en janvier. Bernard Deleplace, secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police, nettement majoritaire,
représentant 65 000 policiers en activité. Nous avions trois objectifs, des réformes à court terme, c'était la loi de finances 82, le budget. Bon, il prend en partie une grande part de nos préoccupations, la formation, le recrutement, les emplois, les qualifications. Il y a un deuxième volet à notre recherche pour atténuer ce malaise, sont les réformes profondes. Formation, qualification, mission. Nous souhaiterions aujourd'hui redévelopper toute une politique en matière de prévention, abandonnant en partie toute cette politique qui était négative, celle d'hier, qui n'axait l'action de la police que vers la répression. Le budget de la police vient d'être voté, il est augmenté de plus de 20% par rapport à 81. En 1982, il y aura donc 6 000 policiers de plus en France. Vous savez, un syndicaliste n'est jamais satisfait, mais quand on compare ce budget et les quelques réalisations que nous obtenons, au regard de nos revendications par rapport au budget précédent qui n'ont jamais pris en compte une partie de nos revendications, on est à moitié satisfait, mais il nous faudra continuer l'effort. Et la pression syndicale pour améliorer encore la situation. Vous savez, 20 ans de retard, ça ne se récupère pas en un budget, nous en sommes conscients. Que pensez-vous de votre ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre? Bon, écoutez, le ministre de l'Intérieur, on lui reproche souvent de parler trop, quelquefois d'aller très vite dans des déclarations. Moi, je compare, si vous voulez, les ministres. Hier, j'avais un ministre qui parlait peut-être peu, mais il agissait. Et il agissait comment? Il nous révoquait 6 CRS qui rouspétaient parce qu'il n'avait pas un cantonnement en déplacement convenable, avec des normes d'hygiène respectables en 1980. Il est révoqué. Aujourd'hui, le ministre parle peut-être un peu trop, mais il nous les réintègre et c'est toute la différence. Fraisier 12, Mélina appelle Fraisier 12. Augmenter les effectifs, donner plus de moyens, apprendre aux policiers à exercer une meilleure prévention, c'est bien. Mais le temps n'est-il pas venu aussi de se préoccuper des raisons de la délinquance, comme le chômage par exemple? En France, les crimes et délits sont en hausse, avec en tête les villes de Paris, Montpellier et Marseille. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Les rapports entre les policiers et leurs ministres viennent précisément de faire l'objet, au Club de la presse d'Europe 1, des commentaires de Gaston Defferre. Le ministre estime que ces rapports sont bons et que l'augmentation des effectifs et du matériel qu'il a décidé devrait améliorer encore la qualité de la police. Je peux dire, sans risquer d'être contredit, que je suis depuis fort longtemps le ministre qui a fait le plus pour la police et pour que la police soit composée d'hommes et de femmes qui se considèrent au service de leurs concitoyens et qui tiennent dans la société française la place que doit être celle d'une police dans une véritable démocratie. En ce qui me concerne, en donnant à la police des instructions comme celles que j'ai rappelées tout à l'heure, de rechercher l'extrême droite et l'extrême gauche, en couvrant la police pour que les policiers sachent qu'ils peuvent aller très loin et que si quelque chose de très grave arrive, c'est moi qui serai responsable, je donne à la police un bon moral et je lui donne la possibilité de faire pleinement son devoir, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. La conférence agricole annuelle aura lieu mardi à l'hôtel Matignon. La partie promet d'être serrée entre le gouvernement et les syndicats agricoles qui, pour la première fois, seront tous présents à la table de négociation. Hier, Jean-Louis Calmejane vous a présenté l'un des 3 nouveaux venus à cette conférence, la FFA. Ce soir, le portrait du MODEF. Depuis la création du MODEF, en avril 1959, c'est la 2e fois que ses dirigeants sont reçus plus ou moins régulièrement au ministère de l'Agriculture. La première fois, c'était du temps où Edgar Pisani était ministre de l'Agriculture, il y a plus de 15 ans. Les adhérents du MODEF se défendent aujourd'hui d'être la courroie de transmission du Parti communiste, bien que lors de son 16e congrès, en 1961, le PC soulignait le rôle important qu'il devait jouer dans la constitution de ce mouvement syndical. Moi, je constate aujourd'hui que quand il y a une mobilisation syndicale importante sur des actions justes, ça a été le cas de nos collègues viticulteurs du Midi quand ils ont arrêté les importations. Sur le terrain, les revendications du MODEF visent surtout à améliorer la hausse du niveau de vie des exploitations de type familial, à accroître les aides vers les régions défavorisées, mais le mouvement est contre l'élargissement de la communauté économique européenne. Actuellement, la bataille que nous menons est en même temps une défense de l'agriculture française à l'intérieur du marché commun, mais en tout état de cause, nous défendons les intérêts de ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les petits et les moyens exploitants, et c'est pourquoi nous demandons des mesures spécifiques pour eux.
Cette année, le MODEF estime à 96 000 le nombre de ses adhérents et ses régions d'implantation sont principalement le centre de la France, le sud-ouest, le midi et la Bretagne. Demain, présentation du syndicat des travailleurs paysans. Explosion de gaz dans le centre d'Arles, près des arènes. 2 petites maisons ont été soufflées, 2 morts, 2 blessés graves. L'étranger maintenant. Vive la Constitution, vive la liberté. Les drapeaux et les banderoles ont flotté par milliers aujourd'hui dans toute l'Espagne pour célébrer le 3e anniversaire de la Constitution qui ramena l'Espagne à la démocratie. Tous les partis politiques, les syndicats, les municipalités avaient joint leurs efforts pour donner à l'événement allure de fête et valeur de symbole. Les ultras de l'armée ont gâché l'atmosphère. 100 officiers et sous-officiers ont publié un manifeste de sympathie pour les auteurs du putsch manqué de février dernier qui attendent toujours d'être jugés. Les signataires appartiennent pour la plupart à la fameuse division blindée Brunette qui, au moment du putsch, s'apprêtait à descendre sur Madrid. Un incident de plus qui prouve que la sédition menace toujours dans l'armée espagnole et qui nourrit l'inquiétude d'une opinion publique qui doute de la capacité du gouvernement actuel à faire face à la crise. Daniel Bilalian et Alain Saint viennent d'enquêter en Espagne. Au départ, un parti pris et une boutade. Il ne se passera rien en Espagne en 1982. Pourquoi? À cause de la Coupe du Monde de football. Fort de cette boutade qui court les rues de Madrid, je me suis rendu au stade voir jouer l'Atlético contre Séville. En Espagne, le football, c'est plus que le football, plus qu'un sport. Le stade peut être le meilleur endroit pour tenter de comprendre la situation politique du pays. Et d'abord, qui gouverne aujourd'hui? En ce moment, au gouvernement, c'est le centre, le parti du centre qui est au gouvernement. Mais la gauche dit que le centre en Espagne, c'est la droite. Je crois que c'est très évident parce que le centre, ça n'existe pas ou ça existe par rapport à quelque chose. Et maintenant, le fait, c'est que le parti du centre, c'est vraiment la droite. Pas très clair, plus qu'il n'y paraît pourtant. La majorité ne parvient pas à s'ancrer au centre, surtout depuis que les socialistes qui sont donnés favoris des élections 1983 ont pris leur distance. À moins que d'ici là, les militaires, inquiets justement de cette montée de la gauche, ne déclenchent un coup d'État. Mais curieusement, plus les Espagnols en parlent, moins ils y croient. Ce dont l'armée souffre surtout, c'est de ne plus être la caste privilégiée, de voir les valeurs morales du franquisme s'écrouler. Mais le coup d'État, même les conservateurs n'y croient plus. On parle beaucoup de l'armée en Espagne. Est-ce qu'à votre avis, en ce moment, l'armée espagnole peut prendre le pouvoir, ou plutôt même a envie de le faire? Je crois qu'elle n'a nullement envie de le faire. Je crois qu'elle a justement peur que les événements sur deux ordres de questions, la sécurité générale du pays et le séparatisme, puissent un jour lui créer une situation où elle soit obligée d'intervenir. Mais les célèbres pronunciamientos, c'est décision de l'armée de se prononcer sur des questions politiques, morales, juridiques ou économiques, ça c'est fini avec le 19e siècle. Faute de main et coup franc pour l'Atlético de Madrid. Un sujet est passé au second plan de l'actualité, le Pays Basque. Les attentats ont diminué, premiers effets de l'autonomie et du maintien de l'ordre confié à l'armée. Un sujet revient lancinant, l'économie. 14% d'inflation, 2 millions de chômeurs pour 37 millions d'habitants. Une industrialisation lente, une agriculture fauchée par la sécheresse, le ralentissement de l'émigration. Comme en France, l'opposition fait le même reproche que la gauche faisait à M. Raymond Barre. Il s'occupe trop de la monnaie et pas assez de la relance économique. Et l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, qui fait pourtant l'unanimité des Espagnols, ne change rien à cette critique fondamentale. L'intégration, c'est intéressant. Il y a une position très favorable de la part des Espagnols, surtout si l'offre de l'Europe est raisonnable. Mais je crois que c'est un problème surtout de l'intérieur de l'Espagne. Les derniers gouvernements et surtout les gouvernements actuels sont des gouvernements très conservateurs, très à la droite, très monétaristes. Ils n'ont fait presque rien pour
une récupération de l'économie espagnole. Ils ont travaillé surtout sur le problème de l'inflation, mais pas sur le problème du redressement de l'économie espagnole. Reste que malgré les difficultés économiques, la démocratie est acceptée aujourd'hui par tous les partis, et même entraînant des pieds par la droite. Pour l'instant du moins, l'armée au pouvoir serait seule, bien seule. Et puis il y a cette fameuse Coupe du Monde de football pour laquelle les Espagnols se préparent partout, dans les stades de 100 000 places, comme dans la poussière, le long des périphériques. Oui, football ou pas, la situation espagnole aggravée par la sécheresse et aussi par la psychose de l'huile frelatée qui continue de tuer, la situation pourrait bien évoluer sans tenir compte du calendrier sportif. Les oubliés de la mer de Chine, c'est le titre du reportage que vous propose demain soir la rédaction d'Antenne 2 dans le cadre du magazine Affaires vous concernant. L'affaire nous concerne parce que l'agonie de tout un peuple poussé à la mer est en train de sombrer dans l'indifférence et même dans l'oubli. Bernard Benjamin, vous en revenez. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette mer de Chine ? Je crois qu'on a vu des choses terribles et des situations effarantes, difficilement tolérables, en tout cas en 1981. Nous sommes partis 3 semaines sur la mer de Chine, dans cette partie de la mer de Chine que l'on appelle le golfe de Thaïlande. Nous sommes partis de Bangkok pour rejoindre Songkhla, et de Songkhla nous sommes descendus à Singapour. Nous y avons vu par exemple, au cours du premier repêchage de Boat People, un bateau qui avait été attaqué 3 fois par les pirates. Il y avait eu des femmes qui avaient été violées, il y avait des gens qui étaient à bout de nourriture, à bout de vivres, et ces gens-là, nous les avons débarqués à Songkhla. Et à Songkhla, nous avons trouvé des pirates, des pêcheurs pirates, des pirates pêcheurs qui jouissent d'une impunité totale de la part des autorités thaïlandaises. À Songkhla, tout près de Songkhla, nous avons vu aussi 19 Vietnamiens qui sont aujourd'hui en prison parce que eux ont osé se défendre contre les pirates. Ils en ont tué 4. Aujourd'hui, ils sont en prison et ils risquent la peine de mort. Nous avons vu aussi, effectué un deuxième repêchage entre Songkhla et Singapour, et là ça a été absolument épouvantable, des images hallucinantes que vous verrez demain soir, d'un bateau, d'une coquille de noix ballottée par les vagues, qui avait dérivé pendant 15 jours en mer de Chine, 86 personnes à bord, des femmes, des enfants, qui n'avaient plus rien à manger, qui n'avaient plus rien à boire, qui eux aussi avaient été attaqués 4 fois par les pirates, et ces gens-là, selon les médecins qui étaient à bord, encore 2 ou 3 jours de dérive et les enfants et les vieillards auraient commencé à mourir. Des choses terribles. Merci Bernard. Rendez-vous donc demain soir à 20h30 pour les oubliés de la mer de Chine. Retrouvons maintenant une préoccupation plus familière, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, le tiercé. Il y en avait un aujourd'hui à Auteuil et bien sûr Pierrette Bresse a les résultats. Dans le terrain lourd et pénible, à la sortie du dernier tournant, c'est McBand qui est en tête pour venir sauter l'avant-dernière haie, suivi de Guantanamo, dictatorial, qui vient attaquer Séritène. Ils sont suivis de Gargaron, Grechetto et Chandy qui se rapprochent très vite. C'est alors que Madure et Séritène tombent en sautant cet obstacle. Il ne reste plus que la dernière haie à passer. Gargaron est maintenant attaqué par Chandy et Grechetto. Viennent ensuite Dictatorial, Coquet, Guantanamo. Dans la ligne d'arrivée, Gargaron maintient son avantage sur Chandy et Grechetto. Dans ce terrain défoncé, il ne s'agit pas d'accélérer, mais de tenir. Et c'est là où le poids fait la différence. Gargaron, 61 kg, gagne de plusieurs longueurs sur Chandy, 60 kg. Et Grechetto, qui porte 6 kg de plus, ne peut pas faire mieux que de terminer 3e. Arrivée du tiercé, 14-18-3, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 33 662 francs 50, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 6 732 francs 50. Alors continuons de parler chevaux, puisqu'à la porte de Versailles, à Paris, vient de s'ouvrir le Salon du Cheval. Bien sûr, vous y étiez, Pierrette Bresse. Le Shire, c'est la vedette du salon, le plus grand cheval du monde. Il mesure 2 mètres au garrot et pèse 1 tonne. C'est un magnifique étalon de trait anglais dont les ancêtres étaient montés par les chevaliers du Moyen-Âge. Il regarde sans en croire ses yeux le plus petit de ses congénères qui lui arrive à peine aux genoux, le Falabella, cheval de poche de 60 cm. Cette année, le Salon du Cheval se surpasse, véritable revue à grand spectacle. Il est rare de trouver en un même lieu autant de races prestigieuses. Ainsi, regardez la démonstration étonnante des attelages de Hackney. Venu des Pays-Bas, ces chevaux ont l'air de danser naturellement. Réputé pour son endurance et son élégance, le cheval Hackney est maintenant élevé un peu partout en Europe.
Mais notre patrimoine de chevaux de race lourde est précieusement protégé par les haras nationaux, qui présentent ici les plus beaux spécimens de postiers bretons aux brillantes allures, reconnaissables à leur queue coupée et à leur forte musculature. Le blanc percheron, aux origines lointaines, est fortement imprégné de sang oriental depuis la bataille de Poitiers. Cela fait des siècles qu'on utilise le percheron aux tâches les plus difficiles, le trait ou l'attelage. Et puis les doubles poneys Haflinger à la robe blonde et au crin lavé qui depuis toujours séduisent les enfants, qu'ils savent mettre en confiance, car les premières leçons d'initiation demandent de la part des chevaux beaucoup de patience et de douceur. En venant à ce festival équestre, on comprend mieux pourquoi les cavaliers sont de plus en plus nombreux en France. Ils étaient 20 000 en 1960, 260 000 se sont inscrits l'année dernière. Si le cœur vous en dit, le salon est ouvert jusqu'à dimanche prochain. Le ski, la descente homme qui avait été reportée à Val d'Isère à cause du brouillard, s'est couru ce matin et l'Autrichien Klamer a réalisé un bel exploit. Jean-Paul Olivier. Franz Klamer n'avait pas gagné depuis 3 ans, depuis le 12 mars 1978 exactement à l'Axe en Suisse. 28 ans, champion olympique à Innsbruck en 1976, il renoue avec le succès, lui qui pour l'équipe autrichienne était bon à jeter aux orties lors des Jeux de Lake-Placid en 80. Il était le premier ce matin à s'étonner de son succès. Il pensait que les Suisses étaient vraiment au-dessus du lot. Meilleur temps intermédiaire ici, on retrouve le grand Klamer et d'ores et déjà on peut prévoir un duel épique entre Autrichiens et Suisses en descente cette année. Gifle cinglante en revanche pour les Français, le premier tricolore termine 28e à 3 secondes 92 centièmes de Klamer. C'est beaucoup, c'est trop. Pour en revenir à Franz Klamer, il remporte son 23e succès en Coupe du Monde. Quelle motivation désormais pour cet Autrichien quand on sait combien il est difficile d'effectuer ainsi un retour au sommet. De la neige, de la pluie, du froid ou un peu de tiédeur. Qu'est-ce que vous nous proposez pour demain, Laurent Baumel? Écoutez, je vous propose, Christine, une petite amélioration. C'est une bonne nouvelle, mais avec toujours le froid et toujours des averses, ce qui fait que la météo n'est tout de même pas d'une gaieté folle. On va voir la carte pour demain. Sur la plupart des régions, bien beaucoup de nuages tout de même, avec encore des averses, de pluie et de neige au-dessus de 400 mètres sur le Jura et sur les Vosges, au-dessus de 700 mètres sur les Alpes et au-dessus de 1100 mètres sur les Pyrénées. Tout de même, dans toutes ces régions, des éclaircies, parfois de longue durée. C'est une bonne nouvelle, principalement également près des côtes méditerranéennes. Après toutefois le passage des nuages qui traversent actuellement le pays et qui achèveront demain matin de s'évacuer vers le sud-est avec des pluies enfin un petit peu du côté des côtes méditerranéennes. Du côté de l'ouest, un temps légèrement différent, tandis qu'il fera assez froid à l'est, un peu moins froid du côté de l'ouest, avec tout de même des pluies sur la Bretagne et des belles éclaircies sur les côtes de l'Atlantique. Les températures pour demain, pratiquement pas de différence entre le matin et l'après-midi, c'est dire qu'il faut mieux garder ses tricots. Enfin, pendant que vous regardez l'agenda, je vous dirais que mardi, nous retrouverons à nouveau des pluies. C'est un petit peu comme ça quand la France est dans un courant de nord-ouest. On joue l'alternance, une journée de temps médiocre, c'est demain, alternant avec une journée de temps carrément pourri, c'est après-demain. Dernier rendez-vous avec l'information et avec Hervé Claude tout à l'heure à 23 h. Demain midi, vous retrouverez Philippe Labro. Demain soir, Patrick Poivre d'Arvor. Je vous rappelle les titres de ce journal. Fin du congrès des élus socialistes à Toulouse. En Espagne, une centaine de militaires nostalgiques marquent par un manifeste l'anniversaire de la Constitution. Bonne soirée sur Antenne 2. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bonsoir.